Allez, avant de commencer cette vidéo, c'est la première de l'année 2018. On va essayer de placer cette année sous le signe de l'amour et du partage. Donc aimez cette vidéo et partagez-la. Je vous remercie d'avance. Salut à tous, c'est le débriefeur. L'histoire d'un renard qui savait parler aux éléphants et aux lions, mais qui n'a pas été jugé digne de continuer à parler avec les chiens. Ça pourrait être une fable de La Fontaine, mais non. C'est l'histoire de notre héros du jour, Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc. Bon, je ne vais pas vous parler de sa carrière de joueur car objectivement il n'y a rien à dire. Et sa carrière d'entraîneur commence directement après la fin de celle-ci. Il dirige ses anciens coéquipiers du SC Draguignan, il y reste 2 ans durant lesquels l'équipe progresse en passant de la division d'honneur au CFA. Ensuite, Claude Leroy l'invite en Angleterre. Après 2 petits échecs en Asie, c'est à Cambridge United, modeste équipe de 4ème division anglaise, que Hervé Renard devient adjoint de son mentor. Mais celui-ci se fait rapidement licencier et notre protagoniste prend le job. Mais il ne tarde pas à rejoindre le sorcier blanc au Pôle emploi après 8 défaites en 9 matchs. Après avoir entraîné Cherbourg en national pendant 2 ans, il rejoint à nouveau Claude Leroy pour être encore son adjoint au Ghana. Ils arrivent 3ème de la CAN. Le 7 mai 2008, il est nommé une première fois à la tête de la Zambie. Il réalise un premier exploit en amenant l'équipe en quart de finale de la CAN 2010. Le 8 avril 2010, il devient sélectionneur de l'Angola. Mais en enchaînant les problèmes extrasportifs, il démissionne après seulement 6 mois. Il s'engage avec l'USM Alger en janvier 2011, mais moins d'1 an après avoir posé ses valises en Algérie, il refait celle-ci pour rejoindre à nouveau la Zambie qui vient à peine de se qualifier pour la CAN. Et à la surprise générale, il mène l'équipe jusqu'en finale et gagne ce trophée au tir au but contre la Côte d'Ivoire, la première Coupe d'Afrique de l'histoire de ce pays. Et après cet exploit retentissant, il décide de retourner en France et d'accepter une mission impossible, sauver le FC Sochaux. Après des débuts poussifs qui amènent le club à l'avant-dernière place à la mi-saison, mais au mercato d'hiver, il ramène 3 joueurs zambiens. Et à partir de là, les bons résultats s'enchaînent. Il est à un cheveu de réussir l'exploit, car c'était la dernière journée que ce tocard de Pascal Duprat lui vole la vedette en sauvant Lévian Tonon-Gaillard, qui descendra évidemment l'année suivante. Le 31 juillet 2014, il retourne en Afrique et devient alors sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Malgré l'absence de son leader Didier Drogba le 8 février 2015, il remporte sa 2e Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana encore au tir au but. Le 25 mai 2015, Hervé Renard signe au LOSC pour une durée de 3 ans. 6 mois après, les dirigeants mettent fin à ses fonctions. Alors oui, il ne compte que 2 victoires, mais écoutez bien ses propos. Oui, c'est frustrant. C'est comme si, moi je sais, j'en fais des marathons, et qu'au bout du 15e kilomètre, il y a quelqu'un qui se met au milieu de la route et il dit « Vous êtes un peu trop en retard aujourd'hui, faut vous arrêter ». Goût d'inachevé donc. Ben là, vous vous dites « Mais c'est vrai que je suis parti, j'étais pas très bien au départ, mais il reste les 2 tiers de la course et je vais me refaire. Alors je ferai peut-être pas le temps que j'ai prévu de faire, mais je vais m'en rapprocher le plus possible ». Donc bien sûr, c'est un goût d'inachevé, mais c'est comme ça. Bref, le 16 février 2016, Hervé Renard retourne en Afrique et devient enfin sélectionneur du Maroc. Et je dis enfin car cet homme était destiné à prendre les rênes de cette sélection. Tellement il y a de petits clins d'œil de l'histoire qui le lient avec les Lions de l'Atlas. Bon, déjà, il est né à Aix-les-Bains, là où les premiers pourparlers de l'indépendance du Maroc ont commencé. Il est français et les plus âgés d'entre vous se rappellent que la dernière phase finale disputée par le Maroc était en 98 en France. Et son agent, Youssef Ayoub, excusez-moi si j'écorche son nom, qui travaille avec lui depuis son arrivée en Afrique en 2008, eh ben il est marocain. Et justement, ses propos sont plutôt intéressants. Écoutez. En fait, j'ai proposé pour la première fois Renard au Maroc en 2011. Un membre de l'ancienne fédération m'a dit que Renard ne méritait même pas d'être sélectionneur des jeunes. Juste 1 an après, il gagne la CAN avec la Zambie en 2012. Je le propose une seconde fois en 2014 à la nouvelle fédération, mais le choix s'était posé sur un coach local, Badou Zaki. Hervé me disait qu'il voulait venir au Maroc et y travailler. Il estimait qu'il était dommage qu'un pays avec des joueurs de haut niveau en Europe et de bonnes infrastructures ne puisse pas faire de bons résultats. Et justement, les bons résultats arrivent très rapidement. Il enchaîne 2 victoires consécutives face au Cap-Vert, qualifiant ainsi le Maroc pour la CAN 2017. Et durant cette compétition, les Marocains impressionnent malgré la liste abondante de leurs blessés. Ils battent la Côte d'Ivoire mais échouent en fin de match face à l'Égypte.
Malgré cet échec, Hervé Renard est maintenu à son poste. Et heureusement, car il parvient à qualifier cette équipe pour la Coupe du Monde 2018, le 11 novembre 2007, en battant à nouveau la Côte d'Ivoire. Ce tirage de la Coupe du Monde ne va certainement pas réduire la ferveur et l'amour du peuple marocain envers cette sélection. Je ne pense pas que cette mission impossible fasse peur à notre héros du jour. Il a déjà fait des miracles par le passé et dans le foot, tout est possible. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager cette vidéo autour de vous. Ça aide grandement ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et surtout Twitter. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine. Salut! Et quand je prends un groupe, c'est moi qui décide. S'il y a des gens qui veulent interférer, ça ne peut pas se passer avec moi, donc je décide et après il faut que tout le monde aille dans le droit chemin. Je ne dis pas que tout le monde y va, parce qu'il y en a qui en cours de route quittent le navire. Je pense qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Bien sûr, ils diront toujours, oui, ce coach, il n'est pas bien, il ne me fait pas confiance, tout ça, mais j'essaye d'être le plus loyal avec chacun d'entre eux. Et même s'il y a un joueur qui joue en Europe, dans un club prestigieux, mais dont je pense que les critères ne vont pas avec le système que j'ai envie de mettre, je ne le mettrai pas. Ça fera du bruit, ça va résonner fort. Au risque de poser un problème au sein même du groupe, sachant que c'est des gens qui étaient relativement soudés entre eux. Oui, mais moi, je fonctionne logiquement. C'est ma conception du football. Ça ne pose pas de problème, parce que moi, je n'ai pas un problème énorme avec Hakim Ziyech. Le problème énorme, c'est la préparation contre le Cap-Vert, un match hyper difficile sur un terrain synthétique avec du vent à l'extérieur où je ne mets pas Hakim, je le mets dans la tribune. Ça démarre de là. Ouais. Le joueur se vexe un petit peu. Ensuite, on enchaîne sur un match qui est 3 jours après où il rentre que 20 minutes, il n'est pas content. Après, on vient le stage d'après, on va jouer encore un match difficile, c'est au Gabon. C'est pas facile non plus, donc il ne rejoue pas trop. Donc voilà, le joueur se braque un petit peu, mais il suffit de se parler. Et grâce à la médiation du président, je vais à Amsterdam, on s'assoit, au bout de 5 minutes, sincèrement, tout le monde a compris que c'était bon.